en tant que citoyen engagé aujourd'hui, vous placez l'intérêt de votre pays au cœur même de vos actions et vous luttez contre l'injustice pour favoriser la paix. Quelles sont les inégalités qui freinent le plein potentiel du continent africain? Il faut une vraie réforme de la justice et je pense que c'est en train d'être fait actuellement avec le nouveau régime. Ça, c'est des idées qu'on va essayer de développer. Il faut que les citoyens puissent connaître leurs droits, leurs devoirs aussi, et pour mieux se positionner côté justice. Euh, Par rapport à l'Afrique, il faut une libre circulation, il faut une sécurité mentale déjà, une sécurité morale. Il faut que moi, en tant que Sénégalais, quand je me déplace, que je vais en Côte d'Ivoire, au Cap-Vert, au Cameroun, que je puisse me sentir en sécurité en me disant que c'est une même zone, en fait, c'est l'Afrique. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un talentueux jeune homme du nom de Stéphane Kabou, qui est entrepreneur social, journaliste et également leader du mouvement Sénégal Souverain. Bonjour Stéphane. Bonjour Emma Talk Show, je vais dire. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Donc, il y a 5 ans, si on te demandait de te présenter, tu disais que tu étais un artiste rappeur sénégalais. Oui. Aujourd'hui, si je te demande de te présenter, tu dirais quoi? Je dirais que je suis entrepreneur social, comme vous le dites, et leader du mouvement Sénégal Souverain. D'accord. Voilà, je suis un acteur actif, je vais dire, dans la société sénégalaise, dans le domaine social et politique. Donc, tu es né le 16 février 1986 à Dakar. Oui. Aujourd'hui, tu es le leader, comme tu l'as dit, du mouvement Souverain Sénégal. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition entre ton ancienne activité et nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a poussé et motivé dans cette action-là d'entreprendre dans ce... Domaine politique, ok. Exactement. Alors, moi, comme vous le dites, j'étais rappeur. J'étais à fond dedans, je faisais des clips, je faisais tout ce qu'un artiste rappeur devait faire. À un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait en moi par rapport à la Covid. Donc, tout était à l'arrêt, les avions cloués au sol, les bateaux à l'arrêt, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose. Et avant d'être artiste, je travaillais dans une chaîne de télévision, j'étais technicien, régisseur, monteur, voix off. Donc, je suis toujours dans ce domaine-là, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le domaine du journalisme, informer les gens, aller faire de la recherche, parce que j'aime tout ce qui est littérature, tout ce qui est recherche, tout ce qui est histoire. Et à un moment donné, il fallait parler par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se passait au Sénégal. Il fallait parler, il fallait prendre des positions. Je me suis dit, on va mener des actions et on va les concentrer quelque part. Ça sera quoi? On va faire un mouvement politico-social. Mhm. À la base, au tout début, on avait appelé le mouvement Natangé, qui signifie prospérité. C'est un D'accord. mot en Wolof qui signifie prospérité. À un moment donné, on a voulu pousser le nom et boxer sur quelque chose de plus carré. Donc, on est tombé sur le mouvement Sénégal souverain. Donc, c'est ce qui m'a motivé, en fait. C'est ce qui se passait au pays qui m'a motivé à vouloir prendre cette position-là et parler. Parce que dans la musique, je pense que j'aurais pu avoir des limites pour motiver, en fait, ces jeunes-là à se battre, à prendre position. Donc même à travers, les créations artistiques, musicales que tu faisais, il y a toujours ce message-là que tu essaies de transmettre à travers ta prise de position pour, une jeunesse engagée, pour, une Afrique aussi qui change et qui puisse, faire en sorte que son plein potentiel soit aujourd'hui mis en avant. À travers toute ton activité, toute ton expérience, aujourd'hui, quel serait le message que tu souhaiterais faire passer dans, ce mouvement-là que tu as mis en place? Alors, le mouvement, avant les messages, il y a déjà des actions qu'on souhaite mener. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est très sociable. Le Sénégal, c'est un pays sociable. Vous voyez aujourd'hui un Sénégalais qui tombe malade, tout de suite, on va faire des cotisations, on va vouloir l'aider, entre autres. On n'attend pas le gouvernement forcément pour s'entraider. On a un bon vivre qui est déjà bien installé, bien ancré. Donc, le mouvement, il va se baser sur ces actions-là, faire des consultations gratuites, faire du reboisement, etc. Aider les jeunes à lire, à mener des actions qui vont développer leur connaissance, leur cognitive. La connaissance, dès le bas âge, il faut que les enfants puissent apprendre, puissent connaître des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend, par exemple, les cahiers d'histoire, Mmh. les cahiers tout simplement qu'on distribue à l'école. Derrière les cahiers, par exemple, on peut voir un lutteur, ou bien on voit un sportif, un footballeur. C'est très bien parce que la culture, le sport, tout ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il serait préférable aujourd'hui de vulgariser des hommes historiques, des hommes qui ont fait l'histoire. Pas forcément dans le sport,
Mais on a besoin d'histoire dans le vrai sens du terme parce qu'on a besoin de se positionner. Aujourd'hui, on voit un jeune américain, il se dit tout de suite que les États-Unis, c'est le meilleur pays, on est costaud, on est... Parce qu'on leur a fait croire, on leur a fait croire cette idéologie-là. Oui, Le drapeau, il faut qu'on le connaisse davantage. Le vert, le jaune, le rouge, l'étoile au milieu. Avant, on apprenait ça à l'école. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne l'apprend pas, mais on prend un jeune qui a 13 ans, 15 ans, 15 ans, il ne va pas s'avancer là-dessus. On voit du n'importe quoi sur les réseaux. La jeunesse est en perdition totale. mhm. Donc, nous, on va aller commencer à mener des actions avec les jeunes dès le bas âge pour leur apprendre tout ça, l'histoire du Sénégal même, en faisant nous-mêmes des recherches parce qu'on ne peut pas connaître l'histoire, la science infuse n'existe pas de toute façon. Bien sûr. Donc, c'est les actions qu'on compte mener, connaître l'histoire du pays, apprendre à ces jeunes-là à devenir patriotes plus qu'ils ne le sont déjà, et on verra pour le reste. Et en parlant d'histoire justement, moi, c'est ton histoire aujourd'hui qui m'intéresse. Oui, Stéphane, est-ce que tu peux revenir un peu sur, ton enfance, l'environnement dans lequel, tu as grandi? oui. Alors, moi, je suis né à Dakar, à Grand Yoff. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais le Sénégal, mais Mhm. pas cette région-là D'accord. précisément. Grand Yoff, c'est bien au centre, hein, c'est D'accord. vers la Patte d'Oie, tout ça. Donc, je suis né là-bas, j'ai grandi à Kaolack. Kaolack, c'est une région qui est un peu plus éloignée de Dakar, 192 km par là. J'ai grandi là-bas. Mon père, il était douanier. Donc, les douaniers, on les affecte un peu partout. Donc, on a fait pas mal de régions. Et après, on est resté fixé sur Kaolack. D'accord. Pendant des années, on est revenu sur Dakar. Après, j'ai grandi dans un environnement familial, sain, étant une famille modeste, parce que mon père, c'est qu'il n'y a que mon père qui travaillait, ma mère ne travaillait pas à l'époque, était juste femme au foyer, femme au Mmh. foyer, comme on dit au Sénégal. Et je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, les frères et sœurs. On était une famille mixte, parce qu'il y avait les cousins, les D'accord. cousines, les tontons, les Qui tatas vivaient tous qui vivaient ensemble, tous dans la même ensemble avec habitation. nous. Et c'était très bien. Voilà, ça nous a beaucoup forgé. Et est-ce que en tant que frère aîné justement, en termes de rôle, ça t'a pas un peu impacté tout au long de ta carrière pour pouvoir aujourd'hui montrer peut-être l'exemple à travers une possible réussite? Ça m'a forgé. Mmh. Ça m'a forgé parce qu'à 18 ans, j'ai perdu mon père. Mes Donc condoléances. merci, j'étais très jeune et j'étais l'aîné. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Et je pouvais pas, j'étais encore élève, quoi. Je faisais la terminale, je pense, ou la première. Et il me fallait faire quelque chose. J'avais envie de travailler, d'aider ma mère parce qu'elle n'avait plus les moyens que mon Bien père sûr, avait les deux et c'était pas parce que évident. la première source de revenus avant que ton père ne décède, c'était Mm. justement lui. C'était lui, son salaire, Oui, voilà, c'était lui donc qui il y a gérait le tout. voilà. Et moi, j'étais dans ce stress-là. Je me Mmh. disais, mais qui va aider mes frères, qui va aider ma mère, comment on va manger, etc. Et ma mère me disait, mais ça, c'est pas de ton ressort, quoi. C'est Mmh. pas, gère ta vie, fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de souci, on va gérer. Mais c'était très, très difficile, c'était très stressant. Il y a toute une responsabilité aussi Mm. qui a découlé de, cette perte-là malheureusement. Comment est-ce que tu t'es, positionné au-delà du fait que tu t'es dit: «Bah, voilà, il y a mon papa qui est décédé, il faut aujourd'hui que je puisse subvenir aux besoins de ma famille». Dans quel état tu étais? C'est que quand j'ai perdu mon père, j'étais perdu. J'avais 18 ans, j'étais l'aîné d'une famille de 6 personnes. Il y avait aussi des cousins à part, des cousines. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me positionner dans cette vie-là? Comment je vais faire pour aider ma mère, qui à l'époque avait 37, 38 ans, qui était très jeune aussi. Donc, j'étais dans un tourbillon. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais encore étudiant. J'étais encore à l'école, Mmh quoi. mh. Et je cherchais par tous les moyens. euh, je voulais du S'en travail. sortir. Ouais, de m'en sortir. Je voulais un travail. À un moment donné, ma mère, elle voyait comment je me décarcassais. Pour eux, elle se disait, c'est pas normal, mais elle m'en a pas parlé. Je reçois un coup de fil d'un ancien collègue de mon père qui me dit, salut Stéphane, ça va? Je vois tout ce que tu fais. Ta mère m'a parlé, donc ne te tue pas en fait. Ne te donne Mmh. pas la tâche qui n'est Qui pas le... t'incombe pas en Voilà, fait. voilà. Fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Donc continue ta vie de jeune homme Mmh mh. et laisse les choses venir naturellement. Et il savait que j'étais désemparé. C'est vrai que quand ma mère m'a dit ça, à travers cet oncle-là, ça aurait pu me calmer, mais ça m'a rendu beaucoup plus triste en fait. Ah oui, et Beaucoup plus pourquoi? triste. Qu'est-ce qui t'a rendu Parce que je me triste? suis dit qu'elle a remarqué mon désarroi de vouloir l'aider et que je m'en sortais pas.
Donc, Mmh. j'ai tout de suite commencé à chercher du travail. Pourtant, je faisais des formations de gauche à droite, mais je commençais à chercher du travail aussi. Donc c'est vrai qu'on peut voir aussi à travers, bah, les situations de la vie, des Mmh, fois, elles peuvent nous déboussoler et en faisant, des actions, en posant des actions, en pensant que c'est la bonne manière peut-être de s'en sortir, mmh, au niveau du rendu, ou au niveau de ce qu'on va donner comme impression aux autres, au final, c'est complètement le contraire, en fait. oui. Moi, ça Parce que m'épuisait, oui. ouais, c'est Ouais, ça, ça t'épuisait ouais, et toi, tu essayais de t'en sortir et de ouais. faire en sorte que ta famille aussi s'en sorte, mais ta maman a vu que Mmh, non, en fait, mon fils est en train de mourir peut-être à petit feu, il exactement. faut que je l'alerte. Exactement, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand on ne sait pas quoi faire, Mmh. il y a peut-être l'illicite qui rentre en compte pour pouvoir gagner de l'argent? Tout à fait, j'ai jamais pensé à ça. Par contre, j'ai pensé à prendre un jour des pirogues pour aller en Europe. Mmh, Ça, j'y ai pensé. tu as pensé. Ouais, et j'ai Pour toi, commencé. c'était l'une des dernières Oui, solutions? oui, je me suis dit: «Il faut que je prenne la pirogue pour aller en Europe, quoi», Ah oui. et là, ça me surprend même de penser à ça parce que j'essaie de dire à ces jeunes-là de ne jamais faire ça et C je comprends, en fait, je me mets dans leur peau et je comprends pourquoi ils pensent à ces choses-là. Parce qu'ils pensent que là où ils sont, il n'y a pas de Oui, solution. et j'ai pensé à ça et j'ai commencé à collecter de l'argent pour le faire. Ah Ma mère, oui. oui, Donc c'était quand même au-delà de penser, c'était une oui, action que tu voulais mettre en oui, je place. voulais vraiment matérialiser cette idée-là Risquer ta et vie pour oui. pouvoir réussir dans un univers ailleurs que là où tu étais. Exactement, aider ma mère et soutenir mes frères. Et ma mère, elle a découvert cette idée-là. Comment, je ne sais pas. Elle l'a découvert. Elle m'a dit, il faut jamais faire ça, faut pas penser à ça. Et on n'a pas parlé de ça Mmh. directement. Elle l'a dit en passant. Et j'ai tout de suite reculé, voilà, parce que je voyais aussi sur son visage le désarroi. Si je perds mon fils, comment je vais faire? Oui, parce Et que c'est surtout mon fils aîné. ton fils aîné. Ouais, C'est aussi un des risques, hein, si ouais, jamais on va vers cette voie-là ouais, pour, ouais. potentiellement un avenir meilleur, de perdre la vie. C'est très risqué. Et après, tout de suite après, quelques années après, j'ai trouvé du travail Mmh. grâce à un oncle à moi, Mmh. qui s'appelle Yves Kabou, que je fais un big up au Ouais. passage. Et il m'a appelé pour me dire: «Tu as fait quelle formation?» Je lui ai expliqué. Il m'a dit: «Tu aimerais travailler où?» Je lui ai expliqué aussi. Il m'a dit: «Écoute, j'appelle, telle personne, ils vont t'évaluer quand même, tu vas faire, un entretien et tout ce qu'il faut», et tout de suite, j'ai trouvé du travail Ah dans super. une chaîne de télé. Mmh. Je me suis dit: «Je vais avoir un travail». Je genre, c'était, C'était le saint voilà, graal, à l'âge quoi, de vu 22 que ans. oui, toutes ces années-là, tu te battais Ouais, justement à avoir, oui, un toutes ces travail années. que tu arrivais pas à avoir et là, le jour où on t'annonce que finalement tu vas être pris dans une chaîne de télé, Oui. quel est le sentiment que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai tout de suite commencé à appeler mes potes en leur disant: «J'ai réussi ma vie». Genre, C'est vrai? j'ai réussi ma vie, c'est bon, j'ai réussi, j'ai 22 ans, j'ai un travail et j'ai un salaire et je serai dans un bureau, quoi. Waouh! Et j'avais même l'expression: «Je suis au bureau», c'était Une gros pour moi. fierté pour Voilà, je toi? me disais: «Je suis au allô, oui, je suis au bureau», et ça me faisait, plaisir, et j'étais dans une chaîne de télé, à la RDV. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de les remercier, ces gens-là, le groupe Excaf Télécom, RDV, parce qu'ils m'ont tout donné. Mmh mh. Et ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train de faire en me disant, «Voilà, tu peux commencer aujourd'hui même». Et c'est aussi important de voir l'entraide. Mmh. Comment est-ce que ça peut, sortir des personnes, d'une situation pas très facile? Oui, Là, en l'occurrence, cette chance qu'on t'a donnée de pouvoir, avoir ce travail-là, pour mmh, toi, ça a été un peu, la solution à tes problèmes? oui, la Ouais, solution ultime. Je me ultime. suis dit: «Le salaire, aussi Une gros, stabilité. voilà, c'est pas grave, j'aurai mon salaire». Le premier salaire, c'était tout de suite, j'ai appelé ma mère. Bon, elle a fait à la sénégalaise: «Bah, tu me donnes le salaire, je distribue aux tantes, aux tontons, aux cousins, comme ça ils vont prier pour toi». Mmh J'ai mh. dit: «OK, d'accord, déjà, mais c'est pas grave». «Bon, c'est pas grave, prends tout». Après, c'est elle qui me donnait le transport pour le reste du mois Mmh pour mh. pouvoir aller travailler. Après, j'ai eu mon deuxième salaire, troisième salaire, et cetera, et j'ai vu que le plus important, finalement, c'était pas le salaire. Mmh. C'était l'apprentissage. À la télé, j'étais dans un monde professionnel. J'étais dans un monde, voilà, j'étais au cœur de la télé, j'étais à la régie, une chaîne de télé officielle sur la TNT, à la régie, c'est moi qui gère, et j'ai commencé à apprendre Mmh. davantage. Donc à 22 ans, tu commences justement ce nouveau travail-là, enfin Oui, ton tout premier travail. oui. Quelles sont les valeurs que tu as pu comprendre à travers, bah, ces actions-là que tu devais mener au quotidien? La persévérance. Oui. La persévérance, il faut persévérer, il faut travailler. Au Sénégal, quand on travaille dans une chaîne de télé, on est multifonction. Mmh. Parce que moi, là, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais régisseur. C'est vrai qu'à la base, je suis venu pour faire de la régie, mais je faisais du montage. Ouais. Et Tu faisais de je tout. faisais un peu de tout, technicien son, etc. Parce que quand on est à la régie, on fait ça. Mmh. Et on n'a qu'un seul salaire. Mais c'est motivant parce que c'est après des années qu'on comprend pourquoi on était c'est l'armée.
Et après, on a des acquis qu'on a appris sur le terrain, sur le tas. Et ça, c'est très, très important. Donc, la persévérance. Mmh. Même quand je donne des conseils à mes collaborateurs ou à mes employés, c'est sur cette base-là. Il faut persévérer. Il faut être patient et persévérer. Mmh. C'est aussi une richesse de pouvoir être polyvalent pour toi-même avec ton expertise après, comprendre davantage et monter aussi en compétences. Exact, c'est très important. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, tout de suite, quand j'ai travaillé dans une chaîne de télévision, on m'a dit, «Non mais ne touche pas à ça, ça tu sais pas faire. Mmh. Il y a quelqu'un qui sait le faire». Je dis: «Mais je sais faire». Ils étaient un peu émerveillés, par le fait que je savais toucher à tout. Mmh. Parce qu'ici, c'est vrai que quand on te donne, un rôle, un statut, c'est Mmh. vraiment dans ça que tu vas Oui. évoluer. Quand vous êtes Il y a ingénieur de pas son, vous êtes oui, ingénieur de ingénieur de son. son Voilà, vous n'êtes uniquement. pas ingénieur de son et preneur de son ou pas ou voilà, Mmh non. mh. On touche Mmh. à on excelle dans un domaine et voilà, j'en gagne en expérience et c'est très important pour moi. Donc tu es également artiste, tu t'es dédié en tout cas dans la musique, une grande partie de ta vie. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, la musique pour toi? Alors, à l'époque, quand je faisais de la musique, c'était une sorte d'échappatoire pour moi, parce que je suis quelqu'un de très mélancolique et comme toujours ça revient, pour moi, le décès de mon père a, a fait de moi ce que je suis, l'homme que je Mmh. suis, parce que c'était à l'époque où je commençais à faire du rap, D'accord. réellement. Et il fallait que j'écrive, et j'écrivais ce que je ressentais. Mmh mh. J'écrivais cette mélancolie qui me touchait, la vie, Dieu, le ciel, etc., la terre. J'étais très ancré dans cet état d'esprit-là. Et ça m'a forgé aussi, ça m'a forgé et ça m'a permis de mieux me positionner dans la société et de mieux savoir qui je suis. Donc la musique, c'est ce que ça a fait. Là, je vous informe en même temps que quand je l'ai arrêté pour faire autre chose, je me suis dit: «J'ai eu ma dose de mélancolie, ma dose de» j'ai tout déversé, j'ai parlé, Mmh. j'ai dit ce que j'avais à dire. Et tu avais plus forcément de source d'inspiration pour être créatif à travers des propositions musicales? J'étais toujours inspiré parce Mmh. que je suis plus inspiré par la douleur et la douleur, c'est quelque chose de quotidien dans notre Oui. vie. Donc j'étais toujours inspiré, mais je pense que la douleur la plus, grandiose que j'ai eue, c'était le décès de mon père Mmh mh. jusque-là et j'espère ne plus en avoir quoi, une douleur comme ça, j vécue en direct, et cetera, qui débloque, qui ouvre toutes les neurones Mmh. et qui te permet d'écrire et d'exprimer. J'espère que ce sera la dernière des douleurs que Est-ce j'aurai à vivre. est-ce que l'arrêt en tout cas de ta «carrière musicale» entre guillemets, Mmh. ce serait pas aussi pour toi une forme, de deuil par rapport à ton père? Est-ce que ce serait pas aussi en lien avec le fait qu'aujourd'hui tu aies pleinement accepté que ton père est parti et que tu as réussi, à penser un peu cette blessure, même si on n'oublie jamais, Mmh. bien sûr, le décès, d'un membre de sa famille? Il y a ça aussi, parce que il m'a fallu plusieurs années pour me détacher de ça. Mmh mh. Plusieurs années parce que j'ai pas pu réaliser, comme je vous ai dit, de voir les frères souffrir, heu, C'est dur. la mère et tout et cetera. C'était très, très compliqué et il fallait déménager, trouver une nouvelle maison parce on pouvait pas payer la maison là où on était. Donc ma mère avait quand même, par rapport à ce qu'elle avait mis de côté, acheté une maison comme ça, c'est fait Mmh mh. et c'était une toute petite maison qu'il fallait forcément transformer pour pouvoir accueillir tout le monde. Mmh. Donc au tout début, tout le monde était là dans la maison et moi j'ai pas habité là-bas. Ça aussi, c'est une phase de ma D'accord. vie qui était compliquée. Je suis allé, heu, outside quoi, pour louer une chambre. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? C'était un choix, consenti, personnel? J'ai un peu fait du forcing. Du forcing? Ouais, parce que ma mère, enfin, si ça dépendait que d'elle, j'allais être avec la Mmh famille. mh. Donc moi, j'ai loué une chambre et j'ai galéré aussi. Je Ouais. suis resté des nuits sans manger. Ah oui. Et tu Quand le disais j'étais à ta maman ça? Non, Non. non, elle ne le savait pas. Je Tu communiquais voulais pas la là-dessus. préserver, Oui, peut-être? oui, mais je Mmh. suis resté des nuits sans manger et j'ai des témoins même de ces événements-là, des gens que je fréquentais et j'allais manger chez des amis et je faisais tout pour rester à l'heure du repas, par exemple, Mmh. pour pouvoir manger avec tout le monde et sortir et depuis lors, d'ailleurs jusqu'à maintenant, j'ai pas un gros appétit parce que mon corps est habitué à ça. À plus manger, en fait. Voilà, à plus manger comme je mange Mmh mh. décalé, quoi. Je peux manger une seule fois dans la journée et c'est bon. Donc je vivais seul et je galérais comme ça. Je vois un homme, enfin un jeune garçon, hein, par rapport à ce que tu as pu vivre, très mature. Il y a quand même cette conscience-là que Mmh. tu avais, dès ton jeune âge Mmh. de prendre sur toi
la douleur de toute ta famille et de les aider aussi à traverser, tous ensemble, ce chapitre-là de votre histoire. Félicitations à Mmh. toi pour, Merci. justement, ces valeurs-là aujourd'hui que tu Mmh. as pu développer à travers, ton parcours de vie. Mmh. Quand tu regardes un peu, tout ton parcours aujourd'hui, Oui, est-ce que tu es fier de toi? oui, Oui. oui, Qu'est-ce en qui te toute rend fier? sincérité. Ce qui me rend plutôt fier, c'est que c'est, je dirais le point A au point B. Je vous dis, un jeune homme à 18 ans, il perd son père. Mmh. Il est face à lui-même. Mmh. Il y a des embûches, il y a des barrières, il y a des barrages, il y a des montagnes qu'il faut déplacer, qu'il faut pousser, les barrières qu'il faut échelonner. Et j'en arrive à un stade où, aujourd'hui, j'ai ma propre chaîne de télé, j'ai mon mouvement politique, j'ai ma maison, j'ai ce qu'il faut, en fait, même si c'est matériel, mais je l'ai quand même. Et personne ne me l'a donné, j'ai travaillé pour l'avoir. Je suis directeur d'un hôtel à Marseille. Mmh. Et je suis fier de ça. Je pense que mon père, il aurait été fier. J'aurais pu l'appeler et lui dire, tiens ça, tiens ce costume, tiens cette veste, etc. Tout ce qu'il Mmh. aimait. Et ça me fait énormément plaisir. Mmh. Oui, Ça te réconforte? oui. J'ai mes enfants aussi et je suis fier d'eux. Mmh. Et voilà, je pense à eux, je les aime beaucoup. Ils sont tout pour moi parce que je pense que mon père, il a transféré ça. Et Cet amour-là, il vous voilà, l'a inculqué au beaucoup final? de gens me disent ça, tu as la faiblesse de tes enfants et tout, Mmh. surtout ma fille. Ouais. Ouais, L'aîné? Tu as ouais. qu'aîné? Non, en fait, À la non, 2e? ouais. Mmh. Et elle a 7 ans. Mmh. Actuellement, c'est elle qui me fatigue le C'est plus. vrai? Ouais, elle prend bien soin de moi aussi. Super. Donc voilà, mes enfants sont tout pour moi. Voilà. Donc ton parcours est quand même un message d'espoir pour les C'est ça. personnes qui vont te regarder, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe les difficultés aussi de la vie qui Oui. vont t'abattre, Mmh. il y a toujours la possibilité à travers des choix, parce Mmh. que tu as failli faire un mauvais choix qui aurait pu te coûter la Être vie, fatal, oui. fatal pour Oui, toi, oui. mais il y a toujours des choix que tu fais qui sont bons et ce sont ces choix-là qu'il faut réussir à faire aussi. Exactement. C'est pour ça que la majorité des jeunes qui s'approchent de moi, quand je faisais de la musique et même actuellement sur les réseaux, par rapport à mes posts qui me disent, «Je veux réussir, je veux faire quoi?» Je leur dis déjà: «Ayez une notion de la réussite». C'est quoi la réussite? Ça Mmh dépend. C'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les maisons, c'est pas les voitures, et mh. cetera. C'est la réussite, c'est soi-même. C'est quand on en arrive à un stade où, heu, pas grand chose ne nous ébranle, surtout la douleur. Mmh. Il faut vraiment pouvoir gérer ça, Mmh. voilà, et ne pas tomber dans une mélancolie profonde, qui peut justement faire des mauvais choix, comme j'ai voulu faire en voulant prendre une pirogue et partir. Ça aurait pu ne pas être fatal, j'aurais pu partir, mais actuellement, avec le recul, je me dis: Tu as fait le bon choix. «J'ai fait le bon choix» et il faut jamais, jamais le faire. Pour moi, c'est une très mauvaise idée et il faut être soi-même, il faut se battre moralement et Et croire spirituellement. peut-être aussi en soi, en Dieu, en Mmh. l'univers, peu importe la croyance. C'est ça, c'est ça. C'est Dieu qui a le dernier mot. De toute façon, les choix, on les fait, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il faut se dire qu'il est là, il regarde, il voit la chose, il suit et voilà, Il l'accompagne. il accompagne. Alors aujourd'hui, tu es entrepreneur social, journaliste, leader du mouvement Sénégal souverain. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'essence même des valeurs de ce mouvement? Alors, là, je pense que vous allez mieux comprendre. Oui, Et voilà, exactement. voilà, le mouvement, quand je parle de social, le mouvement, c'est ça. Là, par exemple, on a fait des dons à la pouponnière de Mbourg, parce que ces enfants-là, je les vois, voilà, on a Mmh. fait un don à la pouponnière de Mbourg. On a fait des dons aussi aux talibés qui sont à Grand Yoff. Grand Yoff, comme moi, je suis né à Grand Yoff. Et les actions qu'on compte mener vont être aussi dans ce sens. C'est-à-dire, on compte faire des distributions de béquilles, de chaises roulantes au centre Talibou Dabo de Grand Yoff et un peu partout. On va vraiment être ancré sur ça. Mais on fera pas que ça, on fera pas que le social dans ce sens, à distribuer, à offrir des choses. On va aussi permettre à ces jeunes-là d'apprendre, comme je disais tout à l'heure, la connaissance, c'est une arme, d'apprendre, de faire des formations. Moi, ma chaîne de télé, le matériel que j'ai, je l'ouvre. Il y a des gens qui travaillent avec moi aujourd'hui qui m'ont juste contacté sur Internet Mmh. en me disant, je n'ai pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Donc, tout de suite, je te dis, déjà, il y a du matos, donc il y a de la formation. Il y a quelque chose à faire. Et tout ça, ça va dans le sens aussi du mouvement Natangé, parce que l'autre aspect de la télé, c'est purement professionnel, mais le mouvement, c'est purement social. Après, il y aura une connotation forcément politique, vu qu'il Bien y sûr. aura du rassemblement, il y aura des gens, il y aura des Mmh. actions à mener, des reboisements, des herbages dans les cimetières, etc., Mmh. qu'on avait déjà fait déjà.
et on va continuer dans ce sens. Donc c'est ça les valeurs. Vraiment, c'est des valeurs purement sociales. Mmh. Donc il y a aussi cette partie-là de la souveraineté économique de ton pays que tu souhaites aujourd'hui voir évoluer. Bien sûr, par exemple l'agriculture. Mmh. L'agriculture, qui dit agriculture dit économie parce qu'aujourd'hui dit aussi industrie. Si on prend par exemple l'arachide, on peut non seulement consommer de l'arachide, mais on peut le transformer et qui dit transformation dit forcément industrie. Qui dit industrie dit forcément emploi. Il y aura de l'emploi qui va être, installé à partir de ce moment-là et je pense que le gouvernement qui est en place actuellement, a cette idée-là dans son programme. Nous, on les attend pas, on mènera des actions Oui. à la hauteur de notre force, parce Mmh. qu'on n'est pas quand même le gouvernement, on n'a pas un budget pour ça, mais on va plus sensibiliser. Sensibiliser, montrer qu'on a de la valeur, que ce soit dans la terre, euh, dans l'élevage, dans la pêche, on va montrer ces valeurs-là. Mmh. On va essayer aussi le mouvement de trouver des partenaires Mmh. pour travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a 600 personnes qui t'ont rejoint dans ce mouvement-là. Quelle serait, selon toi, la force que tu as pour pouvoir fédérer autant de personnes autour, d'une idée commune et d'un projet commun? Oui, c'est pas évident. C'est un mouvement qui vient de naître et Mmh. qui grandit, même si ça va bientôt faire 1 an et qui grandit. On est dans un groupe WhatsApp. Vous savez, les réseaux maintenant, avec la teneur et la Bien puissance que sûr, ça la a. digitalisation, c'est Voilà, donc on parle, on discute tout le temps. Pour le moment, c'est que des idées mmh, qu'on a. Parce que les actions qu'on avait menées auparavant, c'était des actions dans le cadre du hip-hop quand je faisais du rap. d'accord. Maintenant, on va plus matérialiser ça dans le mouvement Mmh et on va continuer. C'est difficile de pouvoir fédérer. C'est mh. pour ça que Mmh. j'ai délégué. En fait, je travaille avec des gens qui aujourd'hui font des rassemblements ou feront des rassemblements parce que c'est vrai que depuis les 3 ans qu'on a passé, le pays était compliqué politiquement parlant, Mmh. avec tout ce qui s'est passé avec l'ancien régime et le nouveau. Mmh. Justement, c'était compliqué, mais là, on est prêt à mener des actions sur le terrain et c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est difficile de fédérer, mais on va y arriver. Quel est l'objectif aujourd'hui à travers ce mouvement-là politique? Ouais, c'est vrai que, bon, l'objectif politique n'est pas La présidence peut-être? je dirais pas, oh là, ça va être compliqué, mais tout est possible. Tout est Mmh. possible parce que, comme vous avez vu le parcours, Bien sûr. tout est possible, hein. Mmh. Mais on attend, c'est pas ce qu'on vise, Mmh. c'est pas encore matérialisable, Mmh. d'accord? Dès l'instant où on a aidé un jeune à pouvoir s'en sortir, à pouvoir connaître des choses, pour moi, c'est déjà un objectif qui est atteint. Mmh. Par exemple, dès l'instant où on a aidé une personne à se soigner, c'est un objectif qui est atteint, entre autres. Donc, c'est plutôt ça. Donc, c'est ça les objectifs, je vais dire, primaires. Maintenant, après, on verra secondaire, etc., ce que ça va donner. Mmh. Oui. Alors une dernière question, en tant que citoyen engagé aujourd'hui, vous placez l'intérêt de votre pays au cœur même de vos actions, et vous luttez contre l'injustice pour favoriser la paix. Mm. Quelles sont les inégalités qui freinent le plein potentiel du continent africain? Il faut une vraie réforme de la justice et je pense que c'est en train d'être fait actuellement avec le nouveau régime. Euh, Ça, c'est des idées qu'on va essayer de développer. Il faut que les citoyens puissent connaître leurs droits, leurs devoirs aussi, Mmh. et pour mieux se positionner côté justice. Euh, Par rapport à l'Afrique, il faut une libre circulation, il faut une sécurité mentale déjà, une sécurité morale. Il faut que moi, en tant que Sénégalais, quand je me déplace, que je vais en Côte d'Ivoire, au Cap-Vert, au Cameroun, que je puisse me sentir en sécurité en me disant que c'est une même zone, en fait, c'est l'Afrique. Comme l'Européen aujourd'hui, on parle du continent européen, on, Union européenne, les États-Unis. Quand on prend par exemple l'exemple de l'Inde, qui est un pays très très diversifié de par leur culture, leur religion, pourtant qui est un seul pays et qui pèse lourd, on doit pouvoir faire ça dans notre chère Afrique. Mmh. Et c'est encore diversifié et c'est pas très confortable. Il faut qu'on ait une seule union, un seul marché unique. Mmh. C'est très important. On parle de la CEDEAO, de l'AES et de beaucoup d'autres entités. C'est très intéressant, mais il serait mieux aujourd'hui d'en faire une seule entité pour que les Africains puissent mieux se sentir. Qu'un Africain qui a un problème ailleurs dans un autre pays d'Afrique, un autre pays frère, puisse pouvoir être peut-être jugé sur place à la même hauteur comme s'il était dans son pays, entre autres. Et ça, on va travailler là-dessus aussi. Merci beaucoup Stéphane pour, cette Merci interview. Si vous aviez un conseil à faire passer, à toutes les personnes qui vont, vous regarder, ce serait quoi? d'être persévérant dans tout ce qu'ils puissent entreprendre, d'être persévérant. La persévérance, c'est ça qui paye aujourd'hui, moralement, spirituellement, physiquement. Il faut être persévérant
Prenez l'exemple aujourd'hui de Usain Bolt, de LeBron James, de beaucoup de gens qui ont eu à réussir actuellement. Ils ont été persévérants. Il faut être persévérant. Merci Stéphane. Merci, Emma Talk Show. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao. Ciao.